Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors les enchanteurs, si vous voulez recevoir le plan de Vera, elle va nous parler d'une magnifique pierre qui est le cristal de roche. Donc son plan fait 10 pages. Et si vous voulez lui écrire, donc c'est Vera, VERA, @radioantasia.fr. Donc c'est parti, ma très chère Vera, pour ta merveilleuse chronique. Et oui, et en plus, une chronique un peu anniversaire, et c'est Sylvain, en fait, qui m'a dit ça hier, quand je lui ai envoyé le plan pour qu'il le mette sur le Padlet, puisqu'en fait, il y a un endroit où tous les plans sont centralisés. Et donc, il me rappelait que je m'étais trompée dans la numérotation de ma chronique, et que c'était la 30e. Waouh! Ouais, voilà. 30e chronique. Ouais. On a parcouru du chemin à l'INRA. Eh ben, dis donc, en plus, Sylvain, magnifique, hein, bravo à toi, big up. Mais Sylvain, il perd pas une miette, hein. Lui, il est au taquet, il suit le truc. Je vois ça. C'est un excellent bibliothécaire. Eh ben oui. Donc, un super assistant pour Mimi et Zillion, alors. Voilà. Ah bah oui, ça c'est évident. On est d'accord. Alors, tu vas nous parler ce matin du cristal. Du coup, c'est parti pour Witchy Planet, notre rendez-vous minéral, magique et voyageur. Et aujourd'hui, je suis très contente de vous... Alors, j'ai encore choisi une pierre un peu doudou. Déjà, la citrine, c'est vraiment... c'était le mois dernier, donc vraiment une pierre qui moi, m'enchante particulièrement parce que c'est une pierre positive. Et là, je vous parle d'une pierre qui est absolument incontournable. Si vous n'êtes pas très porté sur les pierres, que vous n'y connaissez pas, que ça vous intéresse pas ou quoi, mais c'est le cristal de roche. Voilà, c'est la pierre la plus polyvalente. C'est vraiment, s'il ne faut en avoir qu'une, c'est bien celle-ci. Et c'est aussi l'une des plus abondantes de la croûte terrestre. Voilà, donc c'est vraiment une pierre qu'on va retrouver partout. Et alors, on la connaît aussi sous le nom de quartz clair. En fait, cristal de roche, c'est la version incolore du quartz, hein, puisque vous savez que dans la famille des quartz, il y a énormément de pierres et elles vont se distinguer selon leur couleur. Donc, l'améthyste est un quartz, le quartz fumé évidemment, la citrine est un quartz. Voilà, donc voilà. Donc, on va parler de cette pierre. Alors, déjà, imaginez-vous, au sommet des Alpes, il y a 2000 ans. Là, il y a un voyageur grec, bah oui, parce que les Grecs, ils sont partis un petit peu partout, qui va ramasser un éclat transparent au milieu des neiges. Pour lui, aucun doute, c'est de l'eau que les dieux ont gelée si intensément qu'elle ne pourra plus jamais fondre. Il va l'appeler Krustallos, ce qui signifie glace en grec ancien. Alors, durant cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble, on va voir justement ce que derrière cette glace éternelle se cache. Et comme à l'accoutumée, donc on va explorer son origine géologique, son histoire à travers les civilisations. On va visiter ensemble un lieu emblématique et bien évidemment, nous parlerons de ses propriétés en lithothérapie. Donc voilà pour cette petite introduction. Alors, si on creuse un petit peu les caractéristiques de cette pierre, eh bien, donc sa composition chimique, c'est SiO2, donc c'est du dioxyde de silicium, ce qui est donc le composant principal de tous les quartz. Et c'est une pierre qui est très dure, hein, puisqu'elle fait 7 sur notre fameuse échelle de Mohs, donc 7 sur 10, ce qui est un niveau élevé, ce qui en fait une pierre très résistante, qui va être vraiment parfaite pour l'utiliser à la fois pour de la bijouterie, mais aussi pour des objets décoratifs, pour de la taille, pour tout un tas d'usages. Alors, elle fait partie aussi, elle a un système cristallin trigonal. Ça veut dire que ces cristaux vont former souvent des prismes hexagonaux, donc terminés par des pyramides, ce qui permet vraiment de rendre le cristal de roche reconnaissable entre mille. Et puis, sa couleur, elle est incolore, transparente, comme je vous le disais précédemment, parfois légèrement laiteuse et parfois traversée de petites inclusions naturelles. C'est ce qu'on appelle notamment le quartz rutile. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà vu ou en possèdent. Ce sont ces cristaux où il y a des espèces de filaments dedans, des petites inclusions. Parfois, on appelle ça aussi des cheveux d'ange. Moi, personnellement, j'ai un pendentif que je porte depuis de très nombreuses années, qui est en fait un quartz rutile de tourmaline. Donc, c'est des inclusions
d'inclusion de tourmalines qui sont en fait emprisonnées dans du cristal de roche. Et le cristal de roche étant une pierre amplificatrice, c'est ce qu'on verra un petit peu plus loin, eh bien, ça va venir amplifier les propriétés de la tourmaline. Alors, Vera, j'ai une petite question de la part de Robert, Oui. et c'est vrai que je me la pose aussi, en fait. Parce que il dit s'il y a des experts de la divination sur le chat, une vraie boule de cristal doit être en cristal de roche, non? Alors, c'est une bonne question. Alors moi, je ne pratique pas la cristallomancie, Moi, j'en ai mais une, et c'est vrai qu'elles oui, sont toutes les deux. J'ai une cristal de roche et j'ai une boule de cristal, et c'est vrai ouais, que moi toutes j'en les ai une deux, aussi, ouais. elles sont toutes les deux, voilà, enfin, elles se ressemblent un petit peu quand même. Eh bien, oui, alors, si ce n'est que... Alors, moi, j'ai une boule de cristal de roche, alors qui doit faire... je sais pas, elle fait quelle taille, toi, la tienne, Oh, de elle est ta pas boule de cristal grosse. de roche? Hein? Elle tient dans ma main, dans la paume de ma Oui, main. voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, c'est très rare d'en trouver. Souvent, quand on imagine une boule de cristal pour faire de la cristallomancie, ou ce qu'on appelle aussi la cyrtomancie, Mm. eh bien, on va imaginer plutôt une boule pour que vous puissiez, en fait, un petit peu vous immerger dedans, qui prendrait quand même à peu près, on va dire... une partie de votre visage, donc on va dire quelque chose qui ferait quand même à peu près 14 centimètres au moins de diamètre, hein. Ouais. Alors, si vous trouvez, déjà, il faut la trouver, hein, la boule de cristal de roche qui fait cette taille-là, et puis il faut avoir le budget. Parce que, alors toi, je sais pas si tu te rappelles le prix que tu as payé de ta Si, boule voilà, de pour cette petite cristal de boule, roche. si, hein, c'était cher. Et voilà, bah moi, on me l'a offerte aussi pour un anniversaire et ils étaient plusieurs, hein, Ouais. donc c'est extrêmement cher. Et la mienne, elle fait pareil, elle doit faire, elle est peut-être 9 centimètres de diamètre, hein. Et les autres boules de cristal qu'on va retrouver dans les boutiques ésotériques, bah, comment dire, c'est du cristal industriel en fait, hein. La différence entre les deux, c'est que votre boule de cristal en cristal industriel, eh bien, elle est complètement limpide. Ah, Elle est entièrement transparente, on dirait du verre. D'ailleurs, parfois, ça va être du verre. tout à fait. Et alors que votre boule de cristal de roche, en fait, elle est rarement, ou alors vous avez un truc fantastique. Si, moi j'ai un petit morceau de cristal de roche, en fait, je l'avais acheté quand j'étais allée voir Torquanet, tu sais, en Oui. Normandie. Et en fait, il me l'a vendu comme un pendule. En fait, au Ah, bout, tu d'accord, vois, ouais. j'avais un morceau de cristal de roche au bout du pendule. Donc moi, comme je suis pas très pendule, j'utilise pour autre chose. Mais oui, c'était un morceau donc de cristal de roche qui venait d'une église, enfin un truc comme ça en plus. Donc Ah, waouh. Mm. c'était très très particulier, ouais. Mm. C'était très beau. Mais c'est vrai que par rapport à la question de Robert, ben, en fait, alors moi, je m'y connais pas trop parce que, comme dit, je n'utilise pas ma boule de cristal pour de la divination. Ouais. Moi, je l'utilise vraiment en fait pour bah, déjà parce que je trouve que l'objet est vraiment chouette, quoi. Je veux dire, ça fait toujours son petit effet. Et puis, c'est vraiment un objet qui, surtout dans sa forme sphérique, va permettre vraiment d'harmoniser les énergies d'un lieu. Donc, moi, c'est plutôt comme ça que je vais l'utiliser. Mais donc, du coup, je vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que c'est quand même une question en fait de disponibilité de l'objet et aussi puis aussi de budget. Mm. En tous les cas, dans moi, ma petite boule de cristal de roche, il y a vraiment beaucoup de, comment dire, d'inclusion. Alors, j'avais déjà quand même essayé hein, de faire une séance. Et c'est vrai que moi, personnellement, le fait alors avec en plus en la plaçant devant la flamme d'une bougie, hein, pour que ça puisse, bah, que vous puissiez en fait vous immerger là-dedans, eh bien, c'est vrai que ça aide à la méditation. Maintenant, bon, moi personnellement, j'ai rien vu dedans, mais il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus versés dans la communauté. Oui. Bah moi, je l'utilise, ma boule de cristal, personnellement. Alors, j'ai eu du mal au départ, hein, parce qu'elle était très intense pour moi. Je bouillonnais à côté d'elle, en fait. C'est vrai. Ouais. Ah bah oui, c'est puissant, hein, le cristal de roche. Ouais, Ouais. c'est un truc de fou. Donc, j'ai dû la mettre dans un placard pendant très longtemps. Et après coup, ben, la réutiliser, donc me la réapproprier, la nettoyer de ouf. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, hein, c'est que si c'est les débuts, hein, vous savez, les enchanteurs, quand vous débutez, vous achetez des objets, vous êtes content, mais si vous les nettoyez pas, en fait, si vous les purifiez pas, bah, vous vivez des trucs de ouf des fois. Et donc, c'est vraiment la première fois que j'ai eu une connexion aussi dingue avec un objet, et c'était ma boule de cristal, en fait. Ah bah tu vois, donc il y a vraiment, Ouais. ouais, ouais, tu En as tout cas, pour ma vraiment part, oui, hein, c'est clair, hein. ouais, ouais.
Mais c'est vrai que comme c'est une pierre qui est très polyvalente, eh bien on va l'utiliser très souvent et c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant quand même de la nettoyer et de la recharger Mm. assez régulièrement. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est important si vous avez plusieurs cristaux de roche, c'est important en fait, de leur attribuer à chacun un rôle particulier Mm. et de toujours les laisser en fait dans cette même mission. Si tu utilises en fait un cristal de roche pour ta méditation, tu vas utiliser que celui-ci. Si tu utilises un cristal de roche pour recharger d'autres pierres, tu vas utiliser que celui-ci. Voilà, de vraiment quand même lui laisser quand même une mission chaque fois principale, quoi. Moi, du coup, je vais avoir cette boule de cristal de roche qui est plutôt donc décorative, mais aussi pour harmoniser les lieux. J'utilise aussi, j'ai un activateur parce que je travaille beaucoup avec les sons et du coup, le cristal de roche, bah, c'est un amplificateur et je vais l'utiliser pour ça. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'écrivais la chronique que c'est vraiment le cristal que j'utilise tout le temps. C'est-à-dire que j'en mets partout. J'en mets dans mes potions, j'en mets dans mes huiles, j'en mets dans mes hydrolats et je vous en parlerai un petit peu plus loin. Enfin, vraiment, c'est vraiment la pierre à tout faire. D'ailleurs, c'est le titre que j'avais donné à cette chronique, c'est vraiment la pierre à tout faire, quoi. C'est magnifique de t'entendre parler pratique. Eh bien, on va en reparler un petit peu plus loin, Mm. justement. Mais avant ça, je vais quand même encore vous parler de la formation de cette pierre. Alors, ce cristal de roche, il va naître dans les profondeurs, là où l'eau surchauffée circule dans les fissures des roches. C'est ce qu'on appelle les veines hydrothermales, hein. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, c'est une formation qui est évidemment millénaire. Pour qu'un cristal pousse, il faut une solution sursaturée en silice, une pression stable et beaucoup, beaucoup de temps. Imaginez une goutte d'eau chargée de minéraux qui est prise dans une poche de roche chaude. Cette goutte dépose une couche de silice, de sable si vous préférez, puis une autre et encore une autre, et ça pendant des milliers, des millions d'années. Et c'est comme ça que le cristal va pousser et sa croissance va suivre une géométrie sacrée, le système hexagonal dont je vous parlais précédemment. Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre qui est effectué par la Terre elle-même. C'est juste incroyable en fait de se dire, même d'ailleurs moi j'en ai un de cristal de roche, bah honnêtement, quand je l'ai acheté, encore heureux que le vendeur en fait m'a rassuré, mais je me suis dit mais non, enfin c'est pas possible que la nature euh, crée un truc aussi parfait. Obligé, ça a été meulé, ça a été taillé, enfin, par des lasers ou que sais-je, mais et en fait, c'est juste incroyable. Et surtout, ce qui est vraiment marquant, c'est que le cristal, c'est une pierre qui vibre, qui répond, qui amplifie. Elle a un effet piézoélectrique, c'est-à-dire que sous une pression mécanique, le cristal va produire de l'électricité. Donc spécifiquement, le cristal de roche a la capacité à vibrer à une fréquence stable lorsqu'il est stimulé. Donc ça n'est pas une pierre inerte. C'est un oscillateur, donc un amplificateur potentiellement, un pont entre la matière et l'énergie vibratoire. Alors dans le monde moderne, c'est ce qui va permettre aux montres, aux radios, aux instruments électroniques de vibrer avec précision. Et c'est aussi ce qui va être, et dans le monde, on va dire, moins moldu, dans le monde magique ou énergétique, c'est une pierre qui va aussi vous permettre de mettre en mouvement les vibrations. Donc c'est là vraiment que la science et la magie vont se rencontrer. Alors, au niveau des gisements, de la production mondiale du cristal de roche, eh bien, parmi les gisements les plus notables, le Brésil, se distingue par sa production de cristal de roche exceptionnel, notamment les gisements de Minas Gerais, dont je vous avais déjà parlé pour la citrine, mais aussi en Arkansas, où on va retrouver la Quartz Crystal Capital of the World. Alors, les Américains, de toute façon, ils sont toujours champions dans tout quand on les écoute. Mais là, donc, effectivement, autour du mont Ida, dans les Ouachitas, on va retrouver des gisements de cristal de roche d'une pureté vraiment, vraiment exceptionnelle. À Madagascar aussi, on en parlait le mois dernier par rapport à la citrine, eh bien, on va aussi y retrouver évidemment des gisements importants. Et puis dans les Alpes, pas très loin de chez nous, c'est d'ailleurs le lieu dont je vais vous parler un petit peu plus loin, eh bien, il y a une biodiversité minérale remarquable et les cristaux de quartz qui ont été découverts il y a des siècles et ont vraiment toujours été au cœur du commerce des pierres précieuses
fameuse, notamment pour l'horlogerie, hein, puisque on est vraiment dans la région de l'horlogerie avec la Suisse qui est pas très très loin. Alors, si maintenant on plonge un petit peu plus dans l'histoire de la pierre, du cristal de roche, eh bien évidemment, le cristal de roche accompagne les humains, l'homme depuis très très longtemps. On a retrouvé des pointes de flèches, de silex datant du Paléolithique, taillées dans du cristal de roche. Alors, comme c'est le plus dur de tous les quartz, évidemment, ça en faisait vraiment un matériau idéal. À l'Antiquité, je vous en parle un petit peu à travers l'étymologie, chez les Grecs et les Romains, le cristal de roche était considéré comme de la glace qui ne fondait jamais. Donc Pline l'Ancien en a parlé dans ses travaux et on a aussi retrouvé beaucoup d'artefacts, c'est-à-dire des coupes, des bijoux, des objets d'apparat qui étaient fabriqués donc en cristal de roche et même on a retrouvé même la trace d'un vase en cristal qui avait été payé 150 000 sesterces. Enfin, les gens à l'époque étaient vraiment prêts à débourser des sommes folles pour posséder des objets fabriqués en cristal de roche. Et puis au Moyen-Âge, eh bien là on va retrouver notre fameuse Hildegarde de Bingen dont je vous ai souvent parlé, hein, cette abbesse que moi je compare toujours un petit peu à un génie parce que elle a à la fois elle a travaillé avec les plantes, elle a travaillé avec les pierres, elle a aussi finalement elle était aussi une des premières médecins. Elle a aussi écrit de la musique, des chants. Enfin bref, c'est un petit peu, on va dire, notre génie, notre Léonard de Vinci, mais version femme, si je peux dire ça comme ça. Et donc, dans son ouvrage qui s'appelait Physica, elle parle des usages thérapeutiques des pierres et elle parle évidemment du cristal de roche, justement aussi comme de la glace. Comme de la glace figée. Au Moyen-Âge, on utilise aussi le cristal de roche pour la confection de reliquaires précieux. Et c'est aussi à cette époque qu'apparaît l'usage de la boule de cristal pour la divination, donc notre fameuse cristallomancie. Un peu plus tard, à la Renaissance, dans les cours royales d'Allemagne, de France, d'Italie, on va aussi retrouver des objets en cristal de roche parce que c'était très prisé, décliné sous forme de coupes, de vases, de grands vases à boire, ce qu'on appelle les anaps. Le cristal est vraiment un matériau noble au même titre que l'ivoire ou les pierres fines à l'époque. Et puis, au temps moderne, donc entre le XVIIe et le XIXe siècle, le cristal devient un matériau très circulant dans le commerce mondial. On va l'extraire, donc, comme je vous disais, un petit peu partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Afrique, aux Amériques. Et il va alimenter les marchés de la bijouterie et des objets décoratifs. Et c'est aussi à cette époque qu'il va commencer à intéresser grandement les scientifiques, les minéralogistes, les naturalistes, les physiciens, qui vont l'étudier pour sa symétrie, sa transparence, sa structure interne. Il va devenir un objet de classification, d'expérimentation, préfigurant son rôle futur dans les technologies modernes. Et donc aujourd'hui, à l'époque contemporaine, il est reconnu donc sur deux plans, au plan scientifique, donc notamment pour cette caractéristique en lien avec la piézoélectricité. Donc le cristal de quartz va devenir indispensable aux montres, aux radios, capteurs, aux technologies de précision, avec de nombreuses applications industrielles, même si aujourd'hui, de plus en plus, c'est du cristal de synthèse qui va être utilisé parce que moins cher, on va dire, à produire que de l'extraire. Et évidemment aussi au plan spirituel et bien-être, avec notamment l'avènement du New Age. Le cristal de roche, c'est une pierre universelle, c'est une pierre centrale en lithothérapie, mais aussi utilisée dans beaucoup de disciplines du bien-être. Et puis, évidemment, parallèlement à cette frise historique dont je vous parlais, là c'est une vue très occidentale de l'histoire de cette pierre-là, mais on pourrait, et là il faudrait sans doute quelques heures pour en parler, mais c'est évidemment aussi une pierre qui a trouvé sa place dans les croyances, les pratiques magiques des chamans, dans des nombreux peuples primitifs comme les aborigènes d'Australie, les négritos de la péninsule malaise, les Amérindiens. Et c'est notamment Mircea Eliade, qui est un historien des religions du XXe siècle, qui a écrit justement sur la présence, l'utilisation de cette pierre dans beaucoup de rituels. Voilà pour cette petite page d'histoire, Alina. Alors, si tu en es d'accord, je vous propose maintenant de voyager un petit peu, alors pas trop loin, dans le massif du Mont Blanc. Ah, c'est pas mal.
Eh Mhm. oui. En plus, il fait beau, hein, donc ça va être parfait. Et ben voilà, donc on va prendre l'air frais dans le massif du Mont Blanc, donc dans les Alpes évidemment, parce que quand on parle de cristal de roche, eh bien il y a un endroit qui revient souvent, c'est le massif du Mont Blanc, en particulier la vallée de Chamonix, parce que là-bas les cristaux, la cueillette des cristaux fait vraiment partie intégrante de l'histoire de la montagne et de la vie des gens depuis quelques siècles. Alors en effet, dans le granit du Mont Blanc, on va retrouver des cristaux qui se sont formés il y a parfois 25 millions d'années. Donc à cette époque-là, des eaux très chaudes chargées en minéraux circulaient dans les fissures profondes et en refroidissant, donc c'est le principe dont je vous ai parlé avant, eh bien ça a cristallisé lentement pour donner naissance à des poches remplies de quartz. Alors ces cavités naturelles, les chamoniards les appellent les fours. Donc ce sont de véritables nids à cristaux qui sont parfois grands comme une petite grotte. Alors ça peut être parfois des cavités qui vont faire 5 à 6 mètres de long pour quelques décimètres de hauteur. Parfois c'est minuscule. Mais c'est toujours extrêmement délicat. Depuis donc des siècles, hein, les habitants montaient en altitude pour récupérer ces cristaux de roche qu'ils vendaient ensuite à Genève ou à Milan, où ils étaient utilisés en bijouterie et en horlogerie. Et on va retrouver, alors c'est ce qu'on appelle en fait l'activité de cristallier. Voilà, donc les cristalliers de Chamonix. Ah. Et on va retrouver des traces écrites de l'activité des cristalliers depuis le XVIIe siècle. Alors, tu sais que quand j'étais petite, j'allais à Chamonix. Alors, nous, on dit Chamonix. En fait, on Ah, met le. toi, tu dis Chamonix. Ah, bah, Ouais, je savais en pas. tant que lyonnaise, oui. Enfin, moi, j'ai toujours entendu Chamonix, hein. Et, Ah ouais, bah, je et, savais pas. et j'ai effectivement le souvenir d'avoir visité des grottes, mais alors, par contre, j'ai pas le souvenir que c'était des cristals de roche qui étaient à l'intérieur. Ah bah en tous Tu les cas, vois? il y en a Truc de énormément, mais ouf. j'imagine que c'est alors je sais pas si on peut en visiter des grottes tapissées de cristaux de roche à cet endroit-là. En tous les cas, je sais qu'on peut en voir au Mm. musée des minéraux, des cristaux qui se trouvent à Chamonix. Donc, je dirais le X maintenant. Et ça fait un petit peu Astérix et Obélix, hein. Ouais, mais je te jure, moi, j'ai toujours entendu dire Chamonix. En plus, Ah bah ouais. on faisait Eh du ben écoute, ski. c'est l'occasion de rappeler aussi qu'on ne dit pas Metz, mais qu'on dit Metz. Eh ben voilà, c'est très bien. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant bah, pour des gens qui connaissent mieux la région hein, Bon, après, peut-être que que je voilà. suis à côté de la plaque, hein. Mais moi, j'ai entendu ça depuis que je suis toute petite, hein. On va à Chamonix. Mais moi, je te crois. Bah, Julien, je pense que tu connais mieux. Alors justement, ben, l'activité des cristalliers, donc c'était les habitants qui faisaient ça. Alors c'était et c'est encore, puisque c'est une activité qui existe encore, qui était extrêmement dangereuse, hein. Il faut imaginer le terrain instable, les chutes de pierres, même ce qu'on appelait la peur, enfin de ce qu'on appelait à l'époque les démons des sommets. Voilà, il y avait aussi pas mal de légendes autour de ça. Et puis, ben, et puis d'ailleurs, un détail important, Jacques Balmat, l'un des deux premiers hommes à atteindre le sommet du Mont Blanc en 1786, était avant tout cristallier. Voilà. Et donc, bah, pour y accéder, il faut parfois grimper en paroi, descendre en rappel, repérer une veine de quartz à la jumelle depuis l'autre côté de la vallée, les risques d'éboulement, les heures d'observation. Donc, c'est vraiment un travail qui était très, très dangereux. Et après un déclin au début du XXe siècle, l'activité des cristalliers a été relancée à Chamonix dans les années 60 pour répondre à la demande, notamment des collectionneurs, puisque la qualité des cristaux, alors on ne va pas retrouver que du cristal de roche, hein, on va retrouver du quartz fumé, des améthystes, enfin finalement tous les quartz possibles et inimaginables. Et donc ce sont les guides de haute montagne qui les premiers vont se remettre à explorer les fissures du massif, donc dans les années 60. Et aujourd'hui encore, il y a à peu près une soixantaine de cristalliers actifs dans la vallée. Donc, par contre, maintenant, c'est très encadré par la mairie. Déjà, il faut être inscrit, il faut avoir finalement une sorte d'autorisation. Il faut aussi, je crois, accorder la priorité en fait de ce qu'on va accueillir au musée justement des cristaux de Chamonix. Voilà, et donc c'est parce qu'à la fois c'est une activité dangereuse, mais aussi parce qu'il y a du braconnage, hein. Il y a aussi beaucoup de gens qui font de la cueillette de cristaux comme ça en loose day et voilà. Donc c'est devenu maintenant très encadré, mais c'était l'occasion de parler du coup d'un lieu emblématique, mais qui pour une fois est en France.
Cocorico, C'est beau, hein, franchement. n'est-ce pas? Bon, Voilà. j'ai demandé à mon petit mari, il me confirme, il dit aussi Chamonix. Eh ben voilà, Voilà. donc ce sera Chamonix, mais désormais ce sera, je dirais toujours Chamonix. C'est vrai? On t'a envoûté. Mais oui, c'est bien, tu vois, je veux dire, c'est le but, hein, c'est d'en apprendre comme ça tous les jours. Ouais. Alors, comme il reste encore 7 minutes, je vais vous parler, si tu en es d'accord, Alina, des qualités, des usages en lithothérapie de notre cristal de roche. Mais bien sûr que nous sommes Parce que c'est d'accord. ça qui est quand même vachement intéressant. Mhm. Alors, comme je vous le disais avant, le cristal de roche est vraiment considéré comme la pierre maîtresse. Alors, vous le savez, une pierre, elle va toujours tirer ses propriétés énergétiques directement de ce qu'elle est géologiquement, c'est-à-dire de sa formation, de sa structure, de sa couleur. Donc là, vous allez pouvoir faire un parallèle avec tout ce que je vous ai dit avant. Donc, déjà, le cristal de roche, c'est idéal pour tout ce qui est clarté mentale. Donc, pour mettre de l'ordre dans vos idées. Donc concrètement, que vous travaillez en méditation ou que vous soyez en train d'étudier quelque chose ou de travailler pour le travail, eh bien, avoir un cristal de roche sur vous va vous permettre d'accroître votre concentration, de structurer vos pensées, de réduire cette sensation de dispersion mentale qu'on peut parfois connaître. En fait, ça ne crée pas de nouvelles idées, le cristal de roche. Ça va vous permettre surtout de voir plus clairement ce qui est déjà là. Donc, c'est vraiment idéal pour pouvoir prendre une décision, pour analyser une situation. Donc là, une petite méditation en vous plongeant justement dans votre problématique, dans votre question, avec un cristal de roche va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Deuxième point, c'est l'amplification. Comme je vous le disais, avec notamment ce côté piézoélectrique, le cristal a la capacité à renforcer donc les vibrations et notamment l'effet des autres pierres. C'est ce qu'on pense en tous les cas. Et c'est pour cette raison qu'on va souvent l'utiliser au centre de grille énergétique, hein, notamment je sais qu'en Reiki, les gens l'utilisent. Donc c'est vraiment dans cette place centrale, elle va agir un petit peu comme un point de cohérence qui va faire circuler l'intention de manière plus structurée. Troisième chose, c'est au niveau de tout ce qui est élévation, spiritualité. Sur le plan symbolique, le cristal de roche est relié au chakra couronne, celui qui représente donc la vision d'ensemble et la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Et donc, comme je vous disais, notamment dans le cadre de la méditation, hein, pour favoriser cet état mental beaucoup plus clair et stable. Mais ça peut être aussi utilisé pour structurer vos rêves ou pour clarifier vos ressentis intuitifs. Donc, dans le cadre en fait de pratiques notamment divinatoires, ça peut être vraiment un cristal intéressant que vous allez utiliser soit posé devant vous, tenu dans la main, à vous de voir. Et enfin, pour tout ce qui est émotionnel, ça va vous apporter de la neutralité, de l'apaisement. On dit que le cristal de roche est vraiment un stabilisateur qui va vous permettre de garder la tête froide. En fait, ça va vous apaiser, mais sans émousser l'énergie ou la vigilance. Et puis au niveau des propriétés physiques, donc toujours selon Michael Ginger, qui est donc un des auteurs dont je vous parle souvent, qui est vraiment le spécialiste qui est un des pères fondateurs, si je puis dire ça, dans tout ce qui est lithothérapie, eh bien, ça va être utilisé au niveau physique sur tout ce qui est perturbation nerveuse, qui serait la cause d'une affection au niveau du cœur, de l'estomac, de l'intestin en particulier. Alors, chose toujours importante à rappeler, hein, la lithothérapie, c'est un complément qui est utile, qui est intéressant, c'est une bonne béquille, mais ça ne remplace jamais en rien une consultation médicale. Ça peut être aussi utilisé en cas de déficience du nerf optique, ça a aussi une action fébrifuge, donc ça va combattre la fièvre, ça va être utile aussi pour faire désenfler les ganglions lymphatiques, pour soulager des démangeaisons lors d'éruptions cutanées, pour harmoniser les glandes endocrines, favoriser l'équilibre hormonal. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser en application directe sur le corps ou par contemplation pour les aspects psychiques ou en ingestion en élixir. Et là, ça me fait tout de suite le pont vers quelques recettes witchy dont je vais vous parler, Alina. Donc déjà l'élixir de pureté. Alors c'est quelque chose qui était déjà pratiqué au Moyen Âge, notamment d'ailleurs on retrouve ça dans les travaux d'Hildegard de Bingen. Eh bien vous allez pouvoir faire ça très facilement chez vous. Vous allez placer un cristal de roche que vous allez
bien nettoyer. Alors moi, les pierres, je les nettoie avec une brosse à dents et avec du savon naturel. Voilà, puis après, vous rincez bien, hein. Voilà, et vous allez le placer donc dans un verre rempli d'eau de source, par exemple. Vous pouvez le laisser, si vous le souhaitez, à la lumière de la lune ou du soleil matinal pendant quelques heures. Et cette eau, informée par la structure ordonnée du quartz, peut être bue pour une sensation de renouveau intérieur, de clarté mentale. D'ailleurs, j'ai vu sur Internet qu'il existait des gourdes où vous avez déjà en fait un cristal de roche, ou d'ailleurs c'est décliné avec différentes pierres qui est directement enchâssé à l'intérieur de la gourde. Là, c'est le même principe, si ce n'est que vous allez pouvoir le faire chez vous sans trop de frais. Autre recette witchy, et là c'est un petit clin d'œil à notre ami Yabi Youm. Et moi, c'est quelque chose que je pratique quasiment au quotidien et que j'avais entendu la première fois dans une de ses chroniques, Magie divine. C'est en fait le vaporisateur magique, je crois que c'est comme ça qu'elle devait l'appeler. Et d'ailleurs, il est aussi, la semaine dernière, hein, dimanche dernier, elle parlait, enfin, tu faisais nouveau référence à son livre Le manuel pratique de la sorcière moderne. La danse du ballet. Voilà, et la danse du ballet notamment, et bien là vous allez retrouver notamment en fait cette petite recette pour élever le taux vibratoire et purifier un lieu. Donc vous prenez un vaporisateur d'eau de rose, hein, vous savez qu'il y a Guillaume Disson, que c'est vraiment cette fleur-là qui permet d'élever au plus haut le taux vibratoire. Vous y insérez un petit cristal de roche, vous pouvez y mettre aussi un petit quartz rose. Et je sais que dans sa rubrique, dans sa chronique Magie divine, elle conseille aussi de mettre quelques gouttes d'huile essentielle de citron pour le côté purificateur. Et puis là, vous avez aussi une petite incantation que je ne vais pas dire parce qu'elle est dans le bouquin, mais finalement, vous pouvez aussi créer la vôtre et vous vaporisez autant que nécessaire pour purifier un lieu, pour vous purifier vous aussi. Moi, c'est un truc que j'adore. En plus, j'adore l'odeur de la rose. J'ai même utilisé ça sur un vaporisateur que j'ai fait avec de l'hydrolat de citron pour vraiment purifier à fond. En fait, mettre un petit cristal de roche. Alors, si vous avez... soit vous achetez ces petites chips qu'on va retrouver dans des boutiques sur Internet qui vendent des pierres. Je ne vais pas en citer, mais il en existe 2-3 assez connus en France. Sinon, vous prenez un cristal de roche, si vous en trouvez un si vous en avez un qui est un peu moche ou qui est un peu cassé, vous le mettez dans votre mortier, vous mettez un petit chiffon par-dessus et avec votre mortier, vous allez casser en fait des inclusions si vous ne voulez pas acheter des chips. Et puis, à chaque fois, ces petites éclats, vous allez pouvoir les mettre dans vos potions, dans vos huiles. Moi, je suis une fan de l'huile Van Van Judo que j'utilise à toutes les sauces et j'en mets aussi dedans pour la booster. Waouh, mais c'est super hein, parce qu'en plus, ça nettoie naturellement et puis ça protège. C'est magnifique. Mais oui, mais exactement, et ça booste hein, surtout, donc n'hésitez pas. Alors, une dernière petite recette witchy, c'est le plateau de rechargement. Vous pouvez dessiner ou imprimer sur une feuille un peu cartonnée un motif sacré comme un pentagramme, un décagone, une fleur de vie. Alors, vous en trouvez à imprimer sur Internet, hein, gratuit. Et puis, vous allez y placer, justement, vous allez placer sur le motif plusieurs cristaux de roche, comme une espèce de grille, et vous pouvez y placer au centre vos objets fétiches pour les booster, pour les recharger, que ce soit vos pierres, vos potions quand vous les avez fabriquer vos bijoux. Moi, j'en ai une personnellement avec un décagone et j'en suis fabriqué une aussi avec un pentagramme. Et donc, dès que je fabrique quelque chose, je vais laisser en fait recharger mes petites potions au milieu de mon motif avec les cristaux autour. D'accord, waouh. Wow. Ah, les enchanteurs. Non, c'est génial. J'adore. En fait, ta chronique est magnifique à chaque fois. Vraiment. Eh ben écoute, alors peut-être juste, et parce qu'on arrive au bout de l'heure, vous dire que vraiment, en plus, en conclusion, le cristal de roche, parce que parfois on parle des correspondances astrologiques, eh bien, le cristal de roche, c'est une pierre universelle, donc elle va vraiment convenir à tous les signes. Donc ça, c'est aussi un élément qui est intéressant à dire. Et puis, dernière petite chose, côté entretien, eh bien, à l'eau claire, c'est encore ce qu'il y a de mieux, ou éventuellement fumigation à la sauge du jardin, au son, bol tibétain, au diapason. Et le rechargement, comme c'est une pierre qui est incolore, elle craint pas trop le soleil, mais vous savez que le soleil direct, c'est jamais très bon, quelle que soit la pierre. Donc, à la lumière du soleil indirect pendant quelques heures le matin, ou sur une fleur de vie, ou à la lumière de la lune pour la recharger. En tous les cas, en conclusion, c'est vraiment une pierre qui est à la fois polyvalente, puissante, mais d'une grande simplicité d'usage. Donc, quand on n'a pas trop envie de se casser trop la tête et qu'on n'est pas hyper passionné par la lithothérapie, vous ne pouvez pas vous planter avec le cristal de roche. Voilà, Alina, on arrive au bout. Oui,
Et pour conclure, si jamais voilà, vous avez apprécié la chronique de la semaine dernière avec Yabi Youm, la danse du ballet, etc., eh bien, elle est en ligne sur sa chaîne YouTube, mes très chers enchanteurs. Donc, puis je l'ai mise également dans la newsletter. Donc, comme ça, vous pourrez bien réécouter ou l'écouter si jamais vous n'étiez pas présent la semaine dernière. Non, moi, j'adore écouter en fait les chroniques, ouais, les podcasts ouais, que vous avez fait ensemble aussi. Enfin, à chaque fois, ça me fait réviser. Et puis, c'est toujours, c'est toujours empreint de plein de bon sens, quoi. J'aime beaucoup. Et puis, alors, moi, j'adore, en fait, c'est ouvrir la page au hasard et me dire qu'est-ce que Yabi Youm me propose, tu vois. Oui, J'étais ouais. initiée par Yabi, je fais pas mal de cours avec elle. Et c'est vrai qu'en plus, c'est une enseignante magnifique, les enchanteurs, vraiment. Elle est badass dans le milieu. Donc, quand on apprend avec elle, en fait, on est vraiment carré. Ah oui, Tu vois. carré, c'est clair. Ah oui, là, c'est. Mais moi, j'avais fait la cabane, c'est comme ça que ça la s'appelait, cabane magique avec. Sans Oui. rire. Ah là là. Toi, tu l'avais fait pour le permis de conduire. Moi, Oui. j'avais fait pour je sais plus quoi. Et je l'ai eu. Tu te rends compte ça? Non, c'est fou. Ouais. Ouais, Et non, en une franchement, fois, les c'est. enchanteurs, en une fois. C'est important. Donc voilà. Bah, merci pour tout, vraiment, Vera. C'était Et super. avec grand plaisir. Et puis, plein de bises et un bon dimanche à tous. Et allez voter. Oui, allez voter. On te retrouve donc Ciao, ciao. dimanche. Ciao. On te Avec retrouve. plaisir. On se retrouve dimanche 19 avril, bien sûr, vous êtes là présents, mes enchanteurs, de la team du troisième dimanche, chaque troisième dimanche du mois. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.